Nous enchaînons avec la communication de Marc Hersan. Alors, faut-il présenter Marc Hersan? Je ne sais pas. Je vais quand même me livrer à cet exercice en un instant. Marc Hersan est professeur des universités à Paris 3. Il est l'auteur, bien sûr, d'une très belle thèse sur Saint-Simon, ce par quoi il a commencé ses travaux, qui se sont très largement étendus, d'abord en allant du côté de Voltaire, hein, par un magnifique écrit qui a été publié, Écriture de la vérité, et également, plus récemment, du côté de Sade. Marc Hersan est l'auteur d'un très beau texte sur Sade qui a été publié donc en septembre 2021, hein, c'est ça Marc, chez Armand Collin, et qui s'intitule « Genèse de l'impur, l'écriture carcérale du marquis de Sade ». Voilà. Il nous parle aujourd'hui du rire de la cour au rire de Saint-Simon, et va se livrer une anecdote, l'anecdote sur Monsieur de Noyon. Merci beaucoup, Marc. Merci, Claire. J'ai changé mon titre. En fait, le début du titre, voyant la citation de Saint-Simon, hein, la manchette, c'est toujours le même. Mais le début, c'est « Des limites du rire ». Alors, je remercie les organisateurs de cette journée de m'y avoir convié, et je me félicite que la question du rire chez Saint-Simon, qui, comme l'a rappelé Philippe Fourcade, a été l'objet d'une thèse longtemps attendue, puis au moins momentanément abandonnée, soit enfin l'objet d'un regard attentif. Elle mériterait sans doute un colloque de plusieurs jours consacré au seul Saint-Simon, tant le sujet est riche et tant les moments drôles chez Saint-Simon sont infiniment variés, de l'humour le plus raffiné aux occasionnelles anecdotes de bas corporels en style quasi rabelaisien, dont on a déjà eu quelques exemples depuis ce matin. Il faut cependant rappeler, et je le fais comme d'autres, que les mémoires ne sont pas globalement une œuvre comique, que leur style est exceptionnellement hétéroclite, et que les anecdotes ou les portraits qui rivalisent avec les plus grandes réussites comiques de l'Ancien Régime voisinent avec de nombreux passages sombres et véhéments, délicats ou tendres, ou avec de vastes dissertations d'étiquette ou de hiérarchie, qui ne sont drôles qu'au second degré si on ne partage pas les obsessions dans ce domaine du mémorialiste et qu'on rit un peu, non avec lui, pour jouer sur les mots du titre de cette journée, mais de lui, ce qui peut arriver, hein, au lecteur moderne de Saint-Simon. La prose la plus grandiose cohabite dans cette œuvre immense avec un rire gras ou plus fin selon les moments. Et Saint-Simon est peut-être de tous les écrivains français celui qui possède la palette de registres la plus vaste, avec une capacité à passer de l'un à l'autre qui laisse pantois. Alors j'ai choisi pour aborder le sujet d'aujourd'hui de me concentrer sur un texte précis. Une des premières grandes anecdotes des mémoires, dans la chronique de 1694, c'est vers les pages 193-196 du premier volume en Pléiade. Vous voyez, c'est vraiment presque au début, hein, de l'œuvre. Je ne reviens pas longuement sur la distinction entre grande anecdote et petite anecdote que j'avais proposée autrefois dans ma thèse, mais pour faire court, ce que j'appelais grande anecdote se caractériserait par un développement narratif plus raffiné, par l'élimination de tout gros comique de bas corporel et par une complexité narrative plus grande qui suppose aussi quantitativement davantage de précision sur les circonstances. Cela peut aller d'une anecdote grave, comme celle du bassin des carpes, à une anecdote plus franchement comique, comme celle citée par Damien tout à l'heure, et ça tombe bien parce que je vais plusieurs fois l'utiliser comme point de référence, dont le personnage principal est Château Renaud, dans la chronique de 1703. Cette dernière présente quelques points communs avec celle qui va m'occuper, car Château Renaud est un personnage ridicule par son peu d'esprit, auquel Lauzun, hein, comme on l'a vu, tend le piège de lui faire croire que ses visites sont très attendues dans le cercle particulièrement brillant et spirituel de Cavois. Pauvre Château Renaud, dupe de ce conseil perfide, et ses apparitions chez Cavois sont comparées, le passage a été lu tout à l'heure, je ne savais pas que Damien le lirait, par le mémorialiste, à une bombe tombée au milieu de cet élixir de cour, et qui ajoute un peu plus loin, ce fut une lèpre dont Cavois ne put jamais se purifier. Saint-Simon, Cavois et le lecteur sont censés communier dans la mise à l'écart d'un lourdeau, et la différence avec l'anecdote qui va m'occuper est que cette distance se maintient jusqu'au bout.
alors que le texte de la chronique de 1694, on va le voir, se teint progressivement de gravité. Je reviens donc à la chronique de 1694. La manchette qui gouverne le récit a fourni son titre à ma communication, Monsieur de Noyon de l'Académie française, étrangement moqué par l'abbé de Caumartin, qui en est perdu. Mais il faut signaler qu'à la fin de cette narration d'un peu plus de 4 pages et demie dans l'édition d'Yves Coirot, une deuxième manchette vient servir de conclusion que je lis également. Grande action de M. de Noyon sur l'abbé de Caumartin. Les principaux protagonistes du récit interviennent dans d'autres parties des mémoires et il me semble intéressant de faire un rapide tour de la question. François de Clermont-Tonnerre, évêque-comte de Noyon, est déjà connu du lecteur de la chronique de 1694 par une anecdote racontée dans le récit des événements de l'année précédente. Saint-Simon, de retour d'une campagne militaire, rend visite au personnage présenté comme parent et ami de son père et comme, je cite, célèbre pour sa vanité. Celle-ci est en l'occurrence généalogique, puisque la demeure de M. de Noyon ressemble à une collection de preuves de la grandeur et de l'ancienneté de sa maison, lui renvoyant une image pour le moins flatteuse de lui-même, avec notamment des cartes généalogiques au titre pompeux comme descente de la très auguste maison de Clermont-Tonnerre des empereurs d'Orient et des empereurs d'Occident. Je lis la suite du texte. Il me montra ces merveilles que j'admirais à la hâte dans un autre sens que lui. On comprend que Saint-Simon juge les prétentions généalogiques de Noyon parfaitement extravagantes et que ce qui suscite son ironique étonnement est le caractère mégalomaniaque de son hôte. Il fait d'ailleurs cette remarque au début de l'anecdote de 1694 qui tisse un lien entre les deux passages. On a vu, dès l'entrée de ses mémoires, quel était ce prélat. Et il ajoute « Le roi s'amusait de sa vanité qui lui faisait prendre tout pour distinction, et les effets de cette vanité feraient un livre. » Beaucoup plus tard, dans les mémoires, un autre détail mérite d'être rapporté qui figure dans le grand tableau du règne de Louis XIV de la chronique de l'année 1715. M. de Noyon aurait conseillé au roi de déclarer publiquement son mariage avec Madame de Maintenon, mais le roi prudent aurait alors demandé leur avis sur le sujet à Bossuet et Fénelon, qui l'en auraient tous deux dissuadé et jugé la démarche à la fois incongrue et risquée. L'intervention de Noyon dans cette affaire est présentée par le mémorialiste sans beaucoup de précision comme un mot étrange, mais on comprend que Saint-Simon partage l'avis des deux célèbres prélats et juge complètement extravagant le conseil donné au roi. Ces différentes apparitions de M. de Noyon, parfois éloignées de plusieurs milliers de pages les unes des autres, produisent de lui, par petites touches éparses dans les mémoires, l'image à la fois d'une vanité boursouflée et risible et d'un manque flagrant de sens commun. On va voir que l'anecdote qui a retenu mon attention ne va pas démentir ce portrait très chargé. Il faut à tout cela ajouter que Saint-Simon, dans les années 1730, vers 1733-34, d'après Yves Coirot, s'était longuement attardé sur M. de Noyon dans des notes sur des grandes figures ecclésiastiques de l'époque Louis XIV. On y trouve notamment une description du style du prélat, je cite, « si diffus et si embrouillé à force de savoir beaucoup et de le vouloir montrer, que le vrai Galimatia lui devint ordinaire ». Et l'on va voir que le ridicule de ce style occupe dans notre anecdote une place aussi importante que le ridicule du caractère. Je signale enfin qu'on trouve aussi une version de l'anecdote dans les additions au journal de Dangeau et que nous avons donc un matériau exceptionnel pour comparer plusieurs versions d'un même contenu référentiel chez Saint-Simon. Parlons plus brièvement de l'autre personnage principal de notre anecdote, Jean-François Paul Lefebvre, abbé de Caumartin, qui deviendra, bien après l'époque de notre anecdote, et non sans avoir longtemps attendu pour les raisons qu'on va voir, évêque de Blois. L'aventure de l'année 1694 est sa première grande apparition dans les mémoires et reste la plus marquante. Il fait quelques brèves apparitions dans la suite de la chronique, ayant vécu jusqu'en 1733, mais aucune ne lui donne le rôle de personnage majeur d'un récit, ayant son unité et sa cohérence qu'il a dans le texte qui m'intéresse. Un point cependant mérite d'être souligné. Les Caumartins semblent avoir la gaffe dans le sang, si l'on en croit plusieurs anecdotes relatives au demi-frère de l'intéressé, Louis Urbain Lefebvre de Caumartin.
Dans la chronique de 1710, par exemple, Saint-Simon raconte que lors d'un festin donné par le duc de Berwick, enfant naturel de Jacques II d'Angleterre et Arabella Churchill, cet autre Caumartin s'égare complètement en tenant d'interminables considérations juridiques sur les bâtards en général, comme s'il avait complètement oublié la naissance de son hôte et fait longuement durer ce que Saint-Simon appelle une énorme disparade, dans une consternation aussi générale que muette. Un autre point mérite une mention rapide. Le Caumartin de notre anecdote est mentionné à plusieurs reprises par Saint-Simon comme une source d'information, par exemple en 1706 sur la catastrophe de Molévrier, puis la même année à propos de querelles généalogiques consécutives à la publication d'une histoire de Bretagne. Alors, je ne peux pas lire l'intégralité de l'anecdote de l'année 1694 du fait de sa longueur. C'est une très vaste anecdote et je vais donc être obligé, pour la compréhension de la fin, pour rendre compréhensible la suite, de la résumer. Je citerai ensuite, au fil de mon exposé, certaines des parties du texte les plus remarquables. Alors on a vu que le roman est parfaitement lucide sur le sujet de la vanité de M. de Noyon, et c'est donc pour s'amuser du spectacle de cette vanité qu'il intervient personnellement par l'entremise de Dangeau pour le faire élire à l'Académie française. Même si la place est flatteuse, il y a là une forme de piège dont le roi est lui-même le maître d'œuvre. Noyon, une fois élu à l'unanimité du fait de ses protections royales très marquées, la cérémonie de la réception est organisée avec le plus de faste possible, non sans l'arrière-pensée de se moquer du personnage. Le discours de réception est, lui, de la responsabilité de Caumartin en tant que directeur de l'Académie, lequel Caumartin, conscient de l'unanimité de la cour, a trouvé le nouvel élu ridicule, aussi bien par son caractère vaniteux que par la grandiloquence de ce qu'il écrit, décide de faire de son discours d'éloge une parodie outrée, imitée du style emphatique de Noyon lui-même et destinée à amuser la galerie. Pris d'une légère inquiétude, Caumartin pousse cependant l'extravagance jusqu'à présenter son discours à Noyon pour le faire valider par l'intéressé, et celui-ci non seulement se montre totalement dupe du coup monté contre lui, mais ajoute encore des louanges sur son sujet à celles que Caumartin avait déjà entassées dans sa propre version. Le jour de la cérémonie venue, tout le monde comprend que Caumartin, en lisant le texte ainsi coécrit par sa victime, se moque cruellement de celui qu'il feint de célébrer, sauf M. de Noyon lui-même, que sa fatuité aveugle. Il faut l'intervention ultérieure de M. de Paris et d'autres prélats pour lui ouvrir les yeux et lui faire réaliser qu'alors qu'il s'était cru encensé, il avait en réalité été le dindon d'une terrible farce. Le passage mérite d'être cité car M. de Noyon ne comprend pas très vite. C'est M. de Paris, tourna longtemps sans pouvoir être entendu par un homme si rempli de soi et si loin d'imaginer qu'il fût possible de s'en moquer. Le verdict ayant été confirmé par d'autres témoins de la scène, Noyon passe de l'autosatisfaction à un terrible ressentiment, se plaint au roi du piège humiliant dont il a été la victime, et Louis XIV, sentant que la plaisanterie est allée trop loin, punit Caumartin d'une disgrâce totale, d'où la mention de la manchette que j'ai lue tout à l'heure, qui en est perdu. Plus tard, Noyon, saisi de compassion pour le sort de son ancien bourreau, tente en vain de convaincre le roi de le rappeler. Mais Louis XIV se montre inexorable. Je remarque tout de suite que si la partie centrale de l'anecdote est d'un comique subtil, d'un raffinement digne de Molière ou de La Fontaine, sa fin devient sérieuse. Car si la plaisanterie a été brillante, ses conséquences humaines ont été douloureuses pour les deux hommes. Comme Louis XIV lui-même, qui lui fournit en quelque sorte un modèle, le lecteur est invité à passer d'un rire provisoire à la compassion, et à envisager les deux personnages principaux du récit avec une distance ironique avant de leur accorder son empathie. L'anecdote est donc drôle, mais pas jusqu'au bout, et se conclut sur une note d'émotion frappante. Ce trait la distingue nettement d'une anecdote comique de bout en bout, comme celle sur Château Renaud, et je reviendrai sur ce point à la fin de mon intervention. Dans un tel texte, le rire est d'abord un phénomène social, un élément qu'on a déjà observé dans la communication de Damien, la communauté apparaissant comme soudée dans son jugement sur un personnage jugé unanimement ridicule. Monsieur de Noyon, par sa vanité sans limite, mais aussi par son style amphigorique et confus, qui en est le reflet dans le langage, dépasse les bornes de ce que son époque, pourtant généreuse en marque d'autosatisfaction, peut supporter.
et suscite un rire à la fois universel et retenu. Universel parce qu'aucun personnage représenté dans le texte n'y échappe. Retenu parce qu'en même temps, ce rire n'éclate jamais face à l'intéressé, protégé par la dignité de son rang et par la bienveillance, même ambiguë, du roi. On est donc loin, dans ce passage, des scènes dont on a eu quelques exemples tout à l'heure, où l'éclat de rire tranche de manière presque obscène avec la retenue du principe de la cour, cas de figure pourtant représentés dans les mémoires. Et si le rire domine toute la partie centrale de l'anecdote, c'est un rire étouffé. Par contraste, je citerai l'inoubliable passage où le duc de Luxembourg se pavane en pleine cour avec un masque de cerf, alors que tout le monde le sait cocu, ce qui suscite, nous dit le mémorialiste, un éclat de rire subit et scandaleux. Rien de tel avec M. de Noyon, mais un rire sous cape. Il y a d'abord le rire du roi lui-même, témoin lucide des ridicules de M. de Noyon. Ce rire n'est évidemment pas un rire socialement visible, mais un rire intérieur qui fait que le roi s'amuse, nous dit le texte, de la vanité du prélat, ce qui lui donne l'idée de se divertir, je cite toujours le texte, en le transformant d'un coup de baguette magique en académicien, ce qui, si l'anecdote est authentique, en dit long sur le respect tout de même assez ambigu du monarque pour l'institution. Le roi se voit donc attribuer, en l'occurrence, et le phénomène est assez rare pour être souligné, un rôle de fourbe tendant un piège à un personnage public pour faire apparaître publiquement les excès de son caractère, ce que l'on attendrait plutôt, je renvoie à la communication de Damien, d'un Lauzun, comme on l'a vu dans l'anecdote de Château-Renaud, que je continue à utiliser comme point de comparaison. Mais contrairement à Lauzun, bien sûr, Louis XIV souhaite garder les formes, interdire un rire trop apparent et créer en quelque sorte une communion du public dans un rire intérieur et invisible, gardant les apparences extérieures du respect et des convenances. Caumartin, tout comme Louis XIV, est prévenu du caractère de sa future victime. Je cite, « Il en connaissait la vanité et le style tout particulier à lui ». Si l'on suit le texte de très près, Caumartin croit pouvoir se permettre son geste audacieux pour deux raisons. De puissants appuis à la cour, d'abord liés à la fonction d'intendant des finances de son demi-frère, dont j'ai déjà dit un mot. Et la certitude, dit le texte, d'être appuyé du monde, qui communie dans l'hilarité relativement au personnage de Noyon. On peut faire l'hypothèse qu'une troisième raison s'ajoute peut-être à celles qui sont explicitement mentionnées dans le texte. Caumartin, présenté comme un homme ayant beaucoup d'esprit et de savoir, a peut-être compris que l'élection de Noyon à l'Académie française ne se fait pas sans arrière-pensée du roi, et il n'est pas impossible qu'il pense faire sa cour en le moquant subtilement, tout en profitant de l'aubaine pour faire valoir son esprit. Le passage décrivant Caumartin dans son activité d'écriture est particulièrement remarquable parce qu'il le montre à la fois pris dans une sorte de jubilation subversive et obscurément inquiet des conséquences. Je cite, « Il composa donc un discours confus et imité au possible du style de M. de Noyon, qui ne fut qu'un tissu des louanges les plus outrées, de comparaisons emphatiques, dont le pompeux Galimatia fut une satire continuelle de la vanité du prélat. Cependant, après avoir relu son ouvrage, il en eut peur, tant il le trouva au-delà de toute mesure. Et c'est pris par cette peur qu'il soumet, comme je l'ai déjà expliqué, son discours à Noyon en personne, qui tombe dans le panneau et qui, comme je l'ai expliqué aussi, en ajoute encore dans les honneurs excessifs rendus à sa personne. Il est intéressant de ce point de vue de signaler que dans le texte des années 1730, Saint-Simon raconte qu'on trouva, à la mort de Noyon, dans ses papiers, une instruction pour sa propre oraison funèbre. Et je cite, « qui était une oraison funèbre elle-même, mais si pleine de louanges, si outrée, si folle d'éloges, qu'il y avait de quoi rire et en même temps de quoi admirer et déplorer une manie toujours de la même force et poussée au-delà du tombeau. » La leçon de 1694 n'avait donc pas complètement guéri, un peu avant sa mort, survenue en 1701, M. de Noyon, de la manie de l'auto-congratulation. Passons au jour de la réception. Il est présenté comme un grand succès mondain parce que la cour, connaissant le personnage de Noyon, compte bien, dit le texte, se divertir. C'est un verbe qui a été utilisé pour Louis XIV.
Le public espère un grand moment de comédie sociale et il est comblé. D'abord par le discours de Noyon lui-même, citation dont la confusion et le langage remplirent l'attente de l'auditoire, dit Saint-Simon avec une ineffable ironie. Puis par le chef-d'œuvre parodique de Caumartin qui suscite, je lis à nouveau le texte, un applaudissement extrême et général, chacun s'empressant de féliciter Noyon d'un discours censé lui avoir rendu pleinement justice. Dans cette scène publique, l'applaudissement est le signe d'une adhésion feinte au prétendu sérieux de la scène et ce qui se substitue à un rire refoulé qui reste dans les coulisses. Avant de passer au point suivant, il me reste à envisager le rire de Saint-Simon et les bases sur lesquelles il entend générer celui du lecteur. Presque 50 ans après les événements, le mémorialiste continue à se faire la voix de la norme sociale dans une certaine mesure, en partageant totalement le jugement du roi, de Caumartin et de la cour sur le caractère et sur le style de M. de Noyon, qu'il a déjà eu l'occasion de peindre précédemment, comme je l'ai expliqué. L'anecdote se construit donc en partie, et je renvoie à la communication de Damien, mais en partie seulement, sur un procédé bien connu, une complicité entre le mémorialiste et son lecteur virtuel dans la reconnaissance des excès risibles du prélat qui les unit dans une égale mise à distance du personnage. Cette situation de communication est partiellement comparable à un échange oral où le rire unit énonciateur et destinataire dans une commune réprobation d'un tiers exclu, toujours sur le modèle de l'anecdote sur Château-Renaud. Et l'on retrouve souvent ce ton de complicité dans le régime anecdotique, par exemple dans la fameuse série qui émaille le portrait de la princesse d'Harcourt, qui est connue de tout le monde. Et c'est probablement dans cette veine que la prose de Saint-Simon se rapproche le plus de la verve orale dont il devait combler ses contemporains quand il était de connivence avec eux, comme en témoignent les notes prises par Montesquieu à l'occasion de leurs entretiens des années 1730. Ce registre conversationnel ne donne cependant pas plus son unité aux mémoires que le rire, et il alterne avec de nombreux passages marqués par la gravité, l'indignation ou la haine, où la figure du lecteur devient beaucoup moins conviviale. C'est un point que j'avais largement développé dans ma thèse, mais sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, les mémoires de Saint-Simon sont une étonnante mosaïque d'éléments hétérogènes, y compris sur le plan communicationnel et des modèles de la communication. Un élément du texte, cependant, me semble plus étranger à la parole de cour et nous ramène à la profondeur créatrice des mémoires qui les distingue du discours social ordinaire, même dans ce qu'il a de plus brillant. Je l'ai déjà remarqué, mais cette anecdote exceptionnellement drôle, une des plus brillantes sans doute du début de l'œuvre, se termine sur un ton de gravité inattendue, et c'est finalement l'émotion qui l'emporte sur le rire dans cette histoire. Les deux protagonistes, en effet, finissent par être si profondément affectés par ses conséquences, l'un pour son honneur, l'autre pour sa vie sociale, que le titre de la communication de François Ravier de cet après-midi, « Fini de rire », pourrait être utilisé comme une formule de conclusion pour l'un comme pour l'autre. Alors, je vais commencer par Caumartin, dont j'ai déjà brièvement commenté le comportement dans un passage de ma thèse, tant il avait attiré à l'époque mon attention. Tout dans la préparation de son piège semble en effet sous le signe de la maîtrise, que cette maîtrise concerne le texte lui-même ou sa réception, et par M. de Noyon et par l'Assemblée, mais tout dans le texte montre qu'il n'y a en réalité qu'illusion de maîtrise. Le passage où il prend peur en s'avisant de son extrême audace et où il croit pouvoir se protéger en obtenant l'adhésion de M. de Noyon, lui-même à son éloge dithyrambique, montre qu'il est envahi par un obscur sentiment que tout cela pourrait mal finir, ce qui ne manque pas d'arriver. En croyant se moquer d'un homme dont le comportement sort des normes sociales, il dépasse lui-même toutes les bornes, et comme son demi-frère, parlant de bâtardise, comme si ceux qui l'entouraient n'étaient pas concernés, il croit dominer son sujet, alors qu'il est en réalité dans un dérapage suicidaire qui va l'amener à la disgrâce. Sa vie est durablement brisée et, tentant de se faire pardonner par Noyon, face au refus de celui-ci, il s'en va, dit le texte, passer sa honte dans son diocèse où il demeura longtemps. Caumartin paye donc au prix fort son insolence et le personnage brillant, étincelant du début de l'anecdote devient en sa fin un homme foudroyé.
Cela contribue à lui donner une épaisseur humaine qu'il était loin d'avoir dans son rôle de virtuose de la plume, étincelant d'esprit mais manquant un peu de cœur. Tout donne d'ailleurs à penser que son repentir est sincère, que sa tentative de se faire pardonner par M. de Noyon est dictée par l'émotion et, en tout cas, jamais Saint-Simon ne la met sur le compte de la recherche de son intérêt personnel ou de son retour en faveur. Il semble avoir réellement pris la mesure de l'humiliation qu'il a infligée à autrui et achevé dans la mortification la plus parfaite une trajectoire qui aurait pu être brillante. Le texte se teinte progressivement de compassion à son sujet, ce qu'on peut mettre sur le compte des liens entre le mémorialiste et l'intéressé, mais surtout sur une profondeur dans l'appréhension de l'être humain qui tranche singulièrement avec une verve qui viserait uniquement à briller et à amuser la galerie. Auerbach a remarqué cette capacité de Saint-Simon à utiliser ce qui était autrefois limité à la sphère comique pour produire une image plus trouble et plus complexe de l'être humain. Et la manière dont distance ironique et mouvement compassionnel se succèdent ici me semble assez bien illustrer le génie de Saint-Simon tel que l'auteur de Mimesis l'avait compris. Cette humanisation et cette complexification sont encore plus remarquables dans le cas de M. de Noyon. En effet, le personnage n'est pas une construction comique purement littéraire ou fictionnelle, mais un être humain réel. Et il ne se réduit pas naturellement à un caractère de vaniteux à la prose enfumée qui résumerait la totalité de sa personne. Dans le texte des années 30, sa présentation était loin d'être entièrement négative et Saint-Simon émaillait un texte globalement plutôt railleur, de passages respectueux et même admiratifs. Et il y remarquait notamment, je cite, qu'avec une vanité si outrée, il ne laissa pas d'être fort homme d'honneur et de bien, et très bon et très vigilant évêque, et fort aimé dans son diocèse, qui était très bien réglé, avec toutes ses manières uniques. La phrase qui suit montre que le personnage suscitait de son vivant un mélange d'ironie et d'affection, dont on va trouver l'écho dans les mémoires. Je cite, « Ces diocésains s'y étaient accoutumés, en riaient, mais comme il le connaissait et était témoin de sa vie, il l'estimait et il l'aimait, car il les servait tous tant qu'il pouvait. » Ce mélange de ridicule, de générosité et de noblesse d'âme est typiquement saint-simonien, car Saint-Simon, loin de l'image parfois caricaturale qu'on s'en fait, excelle à peindre les hommes, selon une image célèbre des mémoires, la balance à la main, sauf quand la haine l'emporte trop loin dans la noirceur de sa peinture, ce qui n'est à tout prendre le cas que vrai que dans une minorité de cas. Le monsieur de Noyon de notre anecdote est en tout cas parfaitement conforme au portrait contrasté des années 1730, et s'il met en vedette dans un premier temps les aspects les plus caricaturaux du personnage, il révèle progressivement ses vertus et même une espèce de hauteur d'âme qui ne s'avère pas du tout sous la plume de Saint-Simon, incompatible avec ses énormes et insupportables défauts. Le premier élément qui contribue à son humanisation et fait de lui tout autre chose qu'un caractère ou un type est la souffrance. Lorsqu'il réalise enfin, et d'une manière tellement tardive qu'elle est encore plus humiliante pour lui, qu'il a été joué et que tout le monde s'est moqué de lui à l'unisson de Caumartin, le personnage est dépeint comme réellement ébranlé. L'excès de la colère, je cite, et du dépit succéda à l'excès du ravissement. Dans cet état, il retourna chez lui et alla le lendemain à Versailles, où il fit au roi les plaintes les plus amères de l'abbé de Caumartin, dont il était devenu le jouet et la risée de tout le monde. Les défenses de Noyon, qu'on dirait aujourd'hui inconscientes, sont si puissantes face à l'idée même qu'on puisse le tourner en dérision, que leur démolition brutale le laisse comme à nu, et que le traumatisme dont il est affecté le marque durablement. Saint-Simon ne précise pas dans les mémoires la durée de son retrait dans son diocèse où il va, dit-il, passer sa honte, et dit qu'il y demeura longtemps, mais dans le texte que j'ai plusieurs fois cité des années 30, il parle de 8 ou 10 mois, après avoir décrit de manière encore plus remarquable la tempête émotionnelle qui s'est emparée de cet homme qui doutait jusque-là si peu de lui-même. Mais il faut maintenant en venir à l'élément qui transfigure le plus puissamment le personnage de M. de Noyon et finit par laisser de lui une image rassérénée et adoucie, presque angélique,
qui coexistent sans solution de continuité dans le texte de Saint-Simon, avec sa construction initiale, mais provisoire, en pure figure comique. Le pardon. Saint-Simon, en écrivant la version des Mémoires, comme bien souvent, ne semble pas du tout avoir utilisé le texte antérieur des années 30, mais dans les grandes lignes, la conclusion est exactement la même. Après avoir été malade, M. de Noyon, qui croit à sa mort prochaine, pardonne à Caumartin et essaie, sans y parvenir, à le faire revenir en grâce auprès du roi. Alors je commence par lire la version des années 30, car elle est courte et apparaît comme une base sur laquelle Saint-Simon propose une variation éblouissante quelques années plus tard. Je cite « Monsieur de Noyon demeura ulcéré à l'excès, mais au fond il était homme de bien. 2 ans après, il tomba malade à Paris, il envoya chercher l'abbé de Caumartin, lui pardonna, l'embrassa et fit depuis sincèrement auprès du roi tout ce qu'il put pour le faire évêque et affligé de n'en pouvoir venir à bout. » Je ne remarque pour l'instant que cette notation en passant, au fond, il était homme de bien, qui en quelques mots illumine M. de Noyon d'humanité et révèle ce qui est le plus important pour un chrétien, un véritable esprit de miséricorde et de charité. La version des Mémoires est absolument magnifique et comporte plusieurs détails saisissants qui ne figuraient pas dans le texte des années 30 sans changer le sens global. Après avoir évoqué la retraite de Noyon écrasé par l'humiliation qu'il a subie, Saint-Simon conclut ainsi son histoire. Il faut dire tout de suite que, peu après son retour à Paris, qu'il tomba si malade qu'il reçut ses sacrements, avant de les recevoir, il envoya chercher l'abbé de Caumartin, lui pardonne, l'embrassa, tira de son doigt un beau diamant qu'il le pria de garder et de porter pour l'amour de lui. Et quand il fut guéri, il fit auprès du roi tout ce qu'il put pour le raccommoder. Il y a travaillé toute sa vie avec chaleur et persévérance et n'a rien oublié pour le faire évêque. Mais ce trait l'avait radicalement perdu dans l'esprit du roi, et M. de Noyon n'en eut que le bien devant Dieu par cette grande action et l'honneur devant le monde. Ce texte mérite un assez long commentaire. D'abord, si Saint-Simon précise au début qu'il faut dire tout de suite ce qui va suivre, c'est que les événements rapportés ont eu lieu bien au-delà de l'année 1694 qu'il est en train de raconter. Probablement, si l'on se fie aux indications de la version des années 30, en 1697 pour la réconciliation et entre 1697 et 1701, année de la mort du prélat, pour cette tentative d'adoucir la sentence royale. Il veut donc produire un récit cohérent qui, sur le plan référentiel, dépasse l'année en cours. Ensuite, le pardon est ici mis en scène avec une série de gestes symboliques qui reconstruit dans toute son humanité et dans une sorte d'humilité touchante le rapport entre les deux hommes. On comprend que les embrassades ne sont pas formelles, mais partent d'un besoin intérieur profond de réconciliation devant Dieu, et que le don du diamant est un acte presque de père à fils, comme si M. de Noyon se souvenait de la jeunesse de son ancien bourreau, presque 40 ans séparent les deux hommes, l'un étant né en 1629 et l'autre en 1668. Et en prenait acte. Mais surtout, ce qui est implicite dans le pathétique de cette scène, c'est la profondeur de la souffrance qui l'a précédée. Si M. de Noyon manifeste une si émouvante bienveillance, c'est parce qu'il a été dévasté, parce qu'il lui est arrivé au moment triste pour lui de son élection à l'Académie française. Le pardon est donc puisé dans les tréfonds d'une âme chrétienne qui sait jusqu'à quel point le rapport humain a été détruit et trouve des ressources qu'on peut dire proprement sublimes pour le restaurer. La manière dont le texte de Saint-Simon, en quelques dizaines de lignes, est passé du comique le plus étincelant à cette tonalité profondément sérieuse n'a, à mon avis, plus rien à voir avec l'art oral de la parole de cour, où l'esprit fait la roue, et suggère les limites de la lecture de tel texte comme version écrite d'anecdotes initialement racontées à l'oral, qui m'avaient tenté, je l'avoue, autrefois. Reste à dire un mot du roi et de ce que cette anecdote peut nous apprendre à son sujet. Il faut en effet, une fois de plus, rappeler qu'il a une certaine responsabilité dans cette histoire. C'est lui qui, pour s'en amuser, pèse de tout son poids pour faire élire M. de Noyon. Et il sait très bien que l'amusement qu'il en attend sera partagé. Caumartin ne fait finalement que prendre acte de ce fait, d'une certaine manière, et son seul tort est de rendre un peu trop visible une farce que le monarque avait lui-même ordonnée et orchestrée
sans penser qu'elle produirait une scène d'une si extravagante proportion. Dans le texte des Mémoires, juste avant qu'il prenne des mesures contre Caumartin, le texte suggère ses remords et son sentiment d'avoir sa part de tort. Il est dit que les plaintes de Noyon, je cite, « l'irritèrent, d'autant plus qu'il se sentit la cause innocente d'une scène si ridicule et si publique ». Alors je me suis beaucoup cassé la tête sur cette expression de cause innocente. Cause innocente peut-être car le roi n'aurait pas voulu expressément humilier M. de Noyon, mais cause quand même car le roi n'en a pas moins produit, plus ou moins consciemment, une sorte de parodie d'élection faite pour l'amusement de la cour et pour son propre amusement. Dans la version des additions, le passage équivalent ne mentionne pas cette part de responsabilité, même indirecte, et porte surtout sur le passage du rire au sérieux chez le roi. Je cite, « Le roi qui avait ri d'abord parce qu'il n'était pas possible de s'en empêcher, mais qui avait trouvé la chose aussi étrange qu'elle l'était, n'avait dit mot jusqu'aux plaintes de M. de Noyon, mais alors il se fâcha parce qu'il voulait des bornes aux plaisanteries qu'on se pouvait le moins refuser. » Le point commun de toutes les versions, c'est de montrer le roi en protecteur d'une bienséance que le coup monté de Caumartin a mise à mal, mais seule la version des Mémoires suggère une autre raison de sa colère, un retour sur soi et le sentiment d'avoir voulu ce qui s'est passé, sinon d'avoir voulu, ce qui s'est passé, du moins de l'avoir rendu possible. L'absolue rigidité finale de Louis XIV, qui refuse tout pardon, et qui contraste si fort dans les différentes versions de l'histoire avec la volonté de réconciliation de M. de Noyon, tient donc peut-être, je dis peut-être parce que Saint-Simon ne nous donne que des indices incomplets et fragmentaires à ce sujet, à une obscure volonté de se décharger du poids de cette affaire, de le faire porter entièrement sur Caumartin et de sacrifier ce dernier pour éviter de se regarder dans un miroir. Mais ce qui est incontestable, c'est que Saint-Simon a voulu ici représenter Louis XIV par contraste avec M. de Noyon comme un homme incapable de cette grande vertu morale qu'est la capacité de pardonner. L'anecdote, je conclus, l'anecdote nous montre donc de manière admirable comment le comique saint-simonien doit composer avec le réel. Et ce n'est donc pas un comique purement littéraire qui vivrait de ses pures lois internes. Si Saint-Simon utilise parfois des procédés du roman comique ou de la comédie, je pense notamment à Scarron, il ne faut jamais oublier qu'il le fait à propos de personnages historiques et non de personnages librement inventés. La réalité, comme le montre le cas de M. de Noyon, impose donc elle aussi des limites au rire saint-simonien, de même que la bienséance en impose au rire royal. Et c'est dans les moments où le rire est, si je puis dire, tempéré par le réel, que le mémorialiste atteint à la fois à une représentation délicate du réel, parce qu'il y a une délicatesse chez Saint-Simon, et à quelques-uns des points culminants de son œuvre et de son génie. J'ai terminé.